Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis doctorante en anthropologie et je m'intéresse à la décolonisation du langage en axant mes recherches sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires dans et entre groupes de Noirs en Île-de-France. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Le Study Vlog. Alors, lors de précédents Le Study Vlog, j'ai pu mentionner à quelques reprises James, Baldwin, James. Ok, je suis un peu fan du bonhomme. Mais pour le coup, je faisais plutôt référence à une figure dont je suis loin d'être fan, à savoir Papa Blanc. Sortir du tchou du Papa Blanc, soumission au Papa Blanc, selon le bon vouloir du Papa Blanc. Hop, c'est ça. Certains d'entre vous m'ont demandé, via Instagram, de faire un point rapide sur le Papa Blanc. D'accord. Si nous avons déjà pu introduire le Papa Blanc comme cette figure que les Noirs peuvent idolâtrer inconsciemment et à laquelle ils peuvent se soumettre tout aussi inconsciemment, parce que oui, la colonisation et ou l'aliénation nous fait faire de drôles de choses qui nous détruisent pourtant, il nous faut également souligner une position embrassée, même de façon inconsciente, par des personnes blanches souffrant d'un complexe, parmi d'autres, à savoir le complexe du sauveur blanc. En anglais, nous parlons de White Saviorism. Mentionnons juste une fois James lorsqu'il traite des définitions du monde blanc. Et rappelons que dans un monde créé par l'homme blanc, pour l'homme blanc, et dont toutes les définitions sont blanches, les blancs bénéficient forcément de ce que Dubois a nommé dès 1935 le white privilege, le privilège blanc. Comme nous l'avons déjà vu dans le study vlog consacré au light skin privilege, il ne s'agit en aucun cas de dire que les blancs ont la vie facile, mais qu'ils sont privilégiés par rapport à ceux qui n'ont pas la couleur de peau synonyme de succès et de pouvoir dans une société régie par le privilège blanc. Et c'est bien de cela qu'il est question. De pouvoir, d'une position de domination sur les non-blancs, et pour ce qui nous concerne, sur les noirs. Alors, attention, je ne dis pas que cette position de domination est voulue, mais elle est en tout cas un héritage que certaines personnes blanches n'ont pas l'air très enclines à reconnaître et encore moins à abandonner. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, lorsque nous parlons de domination ou encore de racisme, nous avons en tête les grands méchants blancs qui crient clairement et explicitement leur besoin de dominer les non-blancs et surtout leur haine de tout ce qui n'est pas blanc. Mais, à l'heure actuelle, dans notre société régie par le privilège blanc, la domination est silencieuse et déjà bien ancrée, car normalisée. Et le racisme s'exprime à travers des comportements et des pratiques au quotidien. Comportements banalisés qui ne sont d'ailleurs pas identifiés comme du racisme, mais renommés comme étant de l'ignorance, de la bêtise humaine ou encore un manque malheureux d'éducation. Comme quoi nous ne sommes pas les seuls à devoir lutter contre l'aliénation. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Avant d'écrire que le noir est enfermé dans sa noirceur, Fanon a d'abord écrit que le blanc est enfermé dans sa blancheur, avant de rajouter, je cite, « c'est un fait. Des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. » Mais parce que nous sommes dans un monde blanc, ce sentiment de supériorité, cette domination, n'est pas forcément consciente. Tout simplement parce qu'elle est normalisée, elle est rendue normale. Oui, pour cela que certains blancs, sincèrement persuadés ne pas être racistes, vont coûte que coûte vouloir nous prouver qu'ils sont les meilleurs amis des noirs. Et que contrairement à ces infâmes qui crient haut et fort que les noirs sont burques et inférieurs, eux veulent nous aider, veulent nous sauver, veulent être en première ligne pour crier non
au racisme. L'être humain n'a pas de couleur. Bref, vous l'aurez compris, ce sentiment même inconscient de supériorité s'exprime à travers le complexe du sauveur blanc. Alors oui, j'insiste sur l'adjectif inconscient, parce que je pense qu'il est important de laisser le bénéfice du doute. Maintenant, ne soyons pas non plus couillons et sachons que le caractère inconscient n'est plus valable dès lors qu'il y a un refus manifeste d'écouter nos témoignages et de prendre en considération nos expériences. Car le blanc, enfermé dans sa blancheur et persuadé ne pas être raciste, refusera d'entendre que certaines de ses paroles offensantes et de ses comportements insultants sont racistes, se forçant donc consciemment à rester inconscient de son racisme. Vous saisissez le délire? Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Pour l'heure, revenons au sentiment de supériorité s'exprimant dans le complexe du sauveur blanc. En psychologie, le complexe ou syndrome du sauveur désigne ce mécanisme qui fait que certaines personnes ont ce besoin presque maladif de venir en aide, de réparer, de sauver d'autres personnes, ce qui est d'ailleurs censé forcer l'admiration de tous. Le problème survient lorsque les motivations de ce pseudo-héroïsme ne sont pas saines. Et les motivations du sauveur blanc ne sont justement pas saines. En effet, il ne s'agit pas de venir en aide à d'autres personnes de façon tout à fait altruiste. Non, il est question de venir en aide à des personnes bien ciblées, à savoir des non-blancs et pour ce qui nous intéresse, de sauver des noirs. Un exemple d'action typique, si je puis dire, de sauveur blanc serait le besoin violent d'adopter un petit Africain, quoi. Ou deux. Non mais, blague à part, qu'est-ce qu'il leur est reproché aux petits orphelins blancs? Ils ne méritent pas d'être sauvés? Alors oui, j'encadre le mot « sauver » par des guillemets. Parce que vu les cas d'abus, de maltraitance, de meurtre, nous n'avons visiblement pas la même définition du mot. D'ailleurs, face à ces nombreux et divers crimes contre les mineurs, l'Éthiopie interdit depuis 2018 l'adoption d'enfants éthiopiens par des étrangers. Autre exemple, les vacances d'été viennent de s'achever. Et cette saison est souvent la période préférée des sauveurs blancs, qui, après avoir bien évidemment prévenu tout le monde sur Facebook, sac au dos, chaussures de randonnée aux pieds, petit short beige ou sarouel, ça dépend, sans oublier le chapeau d'explorateur sur la tête, partent dans des contrées lointaines et sauvages pour construire des écoles, des villages pour les plus ambitieux. Et une chose entraînant une autre, sans aucune qualification à part peut-être la couleur de peau, on arrive à enseigner et à former des enseignants et même à pratiquer la médecine. Ou plutôt des semblants de soins médicaux résultant, sans grande surprise, vous me direz, sur des morts. Non, des meurtres. Alors, certains parleront d'arrogance. Et c'est vrai. Mais appelons un chat un chat. Cette arrogance est la manifestation flagrante du racisme normalisé. Car encore une fois, il ne s'agit pas de faire du volontariat dans un orphelinat du sud-est de la France, mais bel et bien d'enfiler sa cape de super blanc pour aller loin, très loin, faire ce qui n'aurait jamais été laissé, ni même pensé faire dans le dispensaire du coin de la rue. Pour donner un exemple plus palpable, disons, un exemple tiré de notre quotidien et rencontré sur mon terrain d'observation. Le complexe du sauveur blanc peut s'exprimer à travers cette professeure, se rêvant tel Michel Pfeiffer dans Esprit rebelle, discipliné, inspiré, éduqué, ces petits noirs qui n'avaient aucun avenir avant de la rencontrer. Petits noirs français qu'elle désignera pourtant et systématiquement comme des étrangers, leur criant au passage son amour pour leur bled respectif. Mais toi, tu es de quelle origine? Oui, non, je veux dire, ton pays. Oui, non, je veux dire, le pays de tes parents. Oui, non, mais je veux dire, tu viens d'un pays d'Afrique vu que t'es noir, c'est quoi ton pays?
D'accord, oui. Je ne suis pas encore allée, mais franchement, il est sur ma liste. Je suis tellement attirée par les effluves culturels que ton pays dégage. Enfin, ton bled, comme vous dites. Dans une volonté de réécrire l'histoire, l'image du sauveur blanc s'impose à nous, notamment dans les livres d'histoire, qui mettent trop souvent l'accent sur des personnages blancs au grand cœur, des abolitionnistes et autres amis en tout genre du peuple noir. Elle peut également s'imposer à nous dans les films, où le héros blanc, défenseur de la veuve et de l'orphelin, n'hésite pas un instant à se sacrifier pour libérer tout un pays d'un dictateur africain sanguinaire. Oh, et dernièrement, c'est notre Jojo national qui s'est prêté au jeu. Joséphine, ange gardien de tous les Noirs. Elle n'a pas hésité à remonter le temps jusque dans la Guadeloupe des années 1830 pour venir en aide à un couple d'esclaves. Il n'y en a pas un qui s'est dit à un moment donné, ouais, on va peut-être un peu loin là, les gars. Il faut croire que chez certains, le désir abject, méprisable et inhumain de se faire passer pour les gentils de l'histoire est plus fort que l'hypothétique volonté de se comporter effectivement avec humanité. Bref, il est question, avec le complexe du sauveur blanc, le white saviorism, d'accomplir des actes en apparence nobles pour les Noirs. Mais non pas parce que nous sommes considérés comme des égaux, comme des êtres humains, mais plutôt parce que certaines personnes blanches, si elles ne nous voient pas comme inférieurs, se voient en tout cas, elles, en leur qualité d'êtres supérieurs, investies d'une mission, d'un devoir moral de civilisation. Et ça, c'est la définition même du racisme. Le complexe du sauveur blanc est une manifestation perverse du racisme exprimée par une société hypocrite reposant sur un système raciste. Maintenant, pour reprendre Fanon, le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Si les blancs ont intériorisé leur place de dominant, les noirs ont intériorisé leur place de dominé. Ils vont donc, au quotidien, réaffirmer, à travers certains comportements inconscients, leur soumission à cette figure de l'homme blanc, paternaliste, libérateur et sauveur du peuple noir, que nous désignons en créole par le terme « papa blanc ». Si vous avez lu Vrai ou faux antillais, vous avez certainement en tête l'anecdote relatant la mort de Charles de Gaulle, appelé à l'époque « Papa de Gaulle ». L'emploi de ce terme souligne bien la position adoptée, celle d'enfant se soumettant à l'autorité du père, celle d'enfant reconnaissant de pouvoir jouir de la protection paternelle, celle d'enfant. Encore une fois, parce qu'elle est tellement bien intériorisée, cette soumission passe dans notre quotidien complètement inaperçue. Nous n'en avons pas conscience. En même temps que la tristement fameuse place du noir est intériorisée, la figure du papa blanc est réactivée. À chaque fois que nos comportements, conscients ou inconscients, sont ceux de dominer, nous confortons d'autres dans leur position de dominant. Pour reprendre l'exemple de la professeure drapée de son complexe du sauveur blanc, elle peut se retrouver face à des parents noirs qui vont se voir honorés de l'attention qu'elle porte à leur enfant, pouvant aller jusqu'à accorder plus d'importance à ces recommandations néfastes pour la scolarité de l'enfant et ses propos carrément abrutissants, plutôt qu'aux recommandations bienveillantes du professeur principal, mais noir. Ou encore au bureau, un noir peut avoir inconsciemment tendance à accorder plus de valeur aux directives d'un collègue blanc plutôt qu'aux ordres de son supérieur hiérarchique noir. Pour ceux qui ont participé au think tank d'été, il est ici question d'être nous-mêmes les auteurs des injustices testimoniales dont nous sommes pourtant les victimes. Nous pouvons n'accorder aucune valeur à notre place dans ce monde, car nous avons épidermisé des préjugés injustes. Nous pouvons n'accorder aucune légitimité à notre place dans la société, car nous avons intériorisé que notre couleur n'est pas la bonne. Vous comprenez ce qui est en jeu ? Nous avons intériorisé que le succès et le pouvoir ont une couleur,
et ce n'est pas la nôtre. Plus tôt, je parlais du devoir moral de civilisation dont certaines personnes pouvaient se sentir investir. Vous pensiez que je plaisantais? Applaudi et célébré pour ces fameuses lois de 1881-1882 rendant l'instruction obligatoire et gratuite pour tous, Jules Ferry voit son nom donné à de nombreuses écoles. D'ailleurs, mon école maternelle en Guadeloupe se situe à Saint-François, dans la rue Jules Ferry. Oui, et quel est le problème? À l'apogée de l'État colonial français, sous la Troisième République, Jules Ferry a défendu l'expansion coloniale. Non pas en mobilisant des arguments économiques pour renforcer un système d'exploitation, mais en mobilisant l'argument civilisateur, mettant en avant le devoir moral de tout bon papa blanc. L'obligation morale, selon Gide, d'agir pour le bien général de l'humanité. Rien que ça. La colonisation est clairement présentée comme permettant à ces peuples sauvages de sortir de leur état de sauvagerie pour enfin accéder à la civilisation. La colonisation est présentée comme un sauvetage pur et simple. Le roi Beaulieu traitait de la vocation civilisatrice de la France. Vocation se manifestant par la bonté du papa blanc, offrant institution et éducation à nos pauvres âmes ignorantes et abruties. Manquerait plus qu'on dise merci. Oh, visiblement, c'est ce qu'on fait. Nous sommes reconnaissants et nous nous plaçons encore à l'heure actuelle dans cette attente, cette assistanat, cette soumission. Nous acceptons, consciemment pour certains misérables, inconsciemment, j'aime à croire, pour la plupart, une place réductrice attribuée en fonction de notre couleur de peau. Et c'est comme cela que l'on se retrouve encore aujourd'hui, avec des discours du style « Ouais, non, mais mine de rien, sans l'esclavage, on sera encore dans la misère, quoi. » Ou encore « Ouais, mais faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. » Je veux dire, au final, si on regarde bien les choses, on a quand même accès à l'instruction et à l'éducation grâce à Jules Ferry. Wow, Péguela ou là, vous êtes sérieux les gars là? Ok, j'aurais peut-être dû censurer cette partie. Ce que j'essaye de dire c'est, oh dis donc, arrêtez de dire des bêtises, bande de chenapans. Il y a des cas où non, au final, ce n'est pas le résultat qui compte. Si tout le process est animé par des motivations inhumaines, il ne fait qu'ancrer ce monde dans l'abject. Et le résultat ne peut être qu'un écran de fumée témoignant de l'état insalubre de notre humanité. Car oui, c'est bien notre humanité qui est en jeu. Lors du think tank d'été, un des participants, Cédric, a rappelé que, dans son discours sur le colonialisme, Césaire soulignait qu'une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Pire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. L'abject ne peut pas être justifié par des pseudo-principes pseudo-humanistes. Nous ne pouvons pas justifier l'abject par de pseudo-principes pseudo-humanistes. Pour certains, il s'agit d'avoir l'humilité, et j'irais jusqu'à dire l'humanité, de reconnaître le caractère raciste animant certains de leurs propos et actes. Pour d'autres, il s'agit de questionner tout ce qui leur est offert sur un plateau moisi, recouvert d'une belle serviette dorée. Et je sais, ce n'est pas facile, mais il nous appartient à tous d'être vigilants, de reconnaître les motivations douteuses et malsaines derrière chaque acte pseudo-humaniste, de prendre conscience de l'admiration aveugle que nous pouvons avoir envers la figure du papa blanc, et par conséquent, de prendre conscience de nos comportements autodestructeurs. Il nous appartient à tous de reconnaître tout cela, afin de lutter contre, afin de créer un vrai vivre ensemble et à terme, restaurer notre humanité.
ce nouveau La Study Vlog. Comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit à rajouter, des précisions à faire, partagez vos expériences et ou bibliographies, n'hésitez pas à le faire, toujours de façon propre et courtoise, dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog damselofletters.com, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain La Study Vlog. Au revoir.